auditeurs, auditrices de l'émission Côte des îles Comores de Dunia Web, bonjour. Voilà, auditeurs, auditrices de l'émission Côte des îles Comores. Donc là, l'émission est bien animée aujourd'hui. Avec effectivement Abou Célia qui assure toute la partie animation Dunia Web. On a deux autres invités, un expert en juridique, Ibrahim Imidi, et Ibrahim Mohamed Barouf, qui est un des responsables du Parti Joie en Île-de-France. C'est vrai que pour les informations, comment je vais le faire? De toute façon que je peux, comme il y a la caméra, je peux l'utiliser pour le remettre après. Oui, après je fais pas le direct, je filme et puis je vais faire un montage. D'accord. Et la partie, la partie qui sera enregistrée de mon côté, je vais travailler après, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Donc je peux le couper, cette partie, pour faire les informations et puis... donc l'actualité est bien chargée aux Comores. Comme nous sommes samedi 28, donc c'est après-demain, donc le lundi 30 juillet, que le colonel président Azali Assoumani veut organiser contre vent et marée son projet de référendum, que nos invités vont justement démontrer que il est illégal. Mais bon, là, nous allons passer tout à l'heure dans l'interview avec nos invités. Oui. Mais bon, entre autres, on continue à écouter le générique. Ok. Donc Ibrahim Gardoan saya question origine en Bakoko, on peut dire que ce projet de référendum est illégal. On va dire ça directement par rapport à une constitutionnelle. Je peux participer. Ah oui, bien sûr. Attention, vous laissez un film. Non. Ah bon? Oui. Moi, je suis comment déjà? Ah? Ouais, je comprends que vous êtes dans le premier temps, vous êtes toujours. Après, bon, on a raison de voir comment. Ah oui, tout à fait. Moi, je peux faire le français. Ah, Pas de soucis. oui, le film de Shingatinga. Ah, oui, tout à fait.
Si vous voulez qu'on aille. Já se enfrente com o Moro é grande vai piar. Après, les termes juridiques, après, eux, avant, on a radio, en grande partie, les autres producteurs, tout le monde Bon, moi en tout cas en français ça me va bien parce qu'en commun, sinon je suis bien le manquant. Voilà, donc après avoir écouté notre générique, nous allons passer à une chanson comorienne, un kaswida, qui s'appelle Alhamdouliman Kaddara. Oui, c'est bien rythmé. Ça commence paisiblement comme ça, mais après ça sera voilà, bien rythmé. Ah oui, pour le chercher. Oui. Ah oui, d'accord. Si. D'abord, peut-être qu'il y a une brève présentation, je suis Bransini pour... Oui. Oui, tout à fait. Yani, kabla vous intervenir, vous présentez, ada tabakau kan expert juridique Juriste, oui, tout à fait. Baru rasa jadi kan tidak mais il a de l'autorisation de dire il a savoir comme tout le monde. Ah bon? T'as pas vu là sur internet? Oui, il a écrit un texte là. Ah, je n'ai pas écrit qu'il a vraiment Kiswahili mnalika iwana bilalina formation ya ilana d'abord. Il y a une inquiétude que Azali m'a appris semble comme aussi. Ça va il a le pouvoir le culot comme ça le cadet qui vont essayer de l'enfermer. Les élèves ne participent pas vraiment à l'expression nationale, mais aller jusqu'à priver sa vie comme ça. Non, il veut faire un pétrole pour utiliser ou même des motifs, des trucs comme ça. C'est parce que caser la pays pour. Et par exemple, quelqu'un comme Kourouziza, il a une armée de, je ne sais pas combien, 15 000 personnes, 20 000 personnes, il peut même s'en foutre pour les puissances occidentales, j'imagine. Mais nos invités se présentaient parce que j'ai fait une présentation assez brève. Voilà, je laisse en premier à Ibrahim Mimidi, de se présenter auprès des auditeurs, auditrices et Côte des îles Comores et Dunia Web. Oui, chers auditeurs, chers auditrices, chers Comoriennes, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, mon nom c'est Ibrahim Mimidi Ali, né de Djoumali et vit en France. Je suis pénaliste, titulaire de master de droit pénal, procédure pénale. Mon thème aujourd'hui concerne le référendum. Notamment, on va essayer ensemble de dépulcher les illégalités de ce référendum. Comme tout le monde le sait, que ce référendum est sujet à polémique, à problème. Donc, on va essayer de dire le comment, pourquoi ce référendum est frappé d'illégalité au niveau constitutionnel. En effet, ce référendum, c'est un acte, comme tout référendum d'ailleurs, c'est un acte constitutionnel. Il est décidé concurremment par le gouvernement, en l'occurrence le président de la République,
ou le Parlement, ou tous les deux en commun accord. Donc il est destiné, comme on le sait, et le référendum est destiné à la population pour se prononcer sur un vote du projet de la loi organique ou ordinaire sur un projet de révision de la loi constitutionnelle. Sachant que pour réviser la loi constitutionnelle, il y a deux possibilités. D'abord, par convocation du Parlement par le président de la République. Il le convoque au Congrès. Donc ça c'est la compétence du Parlement de décider sous la représentation, bien sûr, de la population. C'est-à-dire le Congrès, c'est les députés, en même temps les conseils décident. Oui. Voilà. Donc c'est le Parlement entier. Ils sont convoqués par une date bien fixe par le président de la République. Ça c'est une forme parmi les deux formes que je viens vous citer. Deuxième possibilité, c'est la soumission d'un vote à la population par voie référendaire. Mais pour suivre cette possibilité, cette dernière possibilité, il faudrait respecter certaines règles de procédure. Lorsque le projet de révision constitutionnelle vient de l'initiative du président de la République, le texte portant projet de la révision doit être présenté à l'Assemblée nationale, débattu, amendé et voté par le Parlement avant d'être soumis à la consultation populaire. Ah, donc c'est là où il y a eu la faille parce que justement le président n'a pas voilà, présenté le texte à... Justement, et donc jusqu'à aujourd'hui, nos députés de l'Assemblée nationale sont dépouillés de pouvoir connaître la matière du texte, en tout cas la nature du texte portant la révision constitutionnelle. Or, parmi les prérogatives, c'est-à-dire les compétences législatives qui appartiennent aux députés, c'est de connaître le projet portant la révision, en tout cas la réforme constitutionnelle. Et donc ce projet-là, il n'est pas présenté aux députés. Donc les députés sont comme nous, les citoyens, on ne sait pas ce qui a porté ce projet. Et puis, une fois acquiert l'approbation parlementaire, c'est-à-dire une fois que le président a acquis l'approbation du Parlement, le président doit faire part officiellement à la population la nécessité de ce projet de révision constitutionnelle, son but, sa légitimité et son intérêt supérieur national recherché. Donc il doit se justifier au niveau de la population pour quelles raisons il veut mener cette réforme de révision constitutionnelle. Puisque une constitution, c'est le socle de la loi fondamentale, de la loi nationale, de la loi supérieure nationale. Et donc pour la toucher, on parle d'une constitution flexible ou d'une constitution inflexible. Donc la loi, si elle est flexible, la loi fondamentale, si elle est flexible, il doit quand même être averti, la population doit être avertie la nécessité, l'intérêt et la sagesse recherchée pour cette modification. Je précise au passage que cette révision constitutionnelle qui est celle d'Azali, du président Azali, oui, justement, ouais. Eux, ils prétendent qu'ils ont organisé les assises et que donc la population a été consultée. Or on sait que les assises, c'était pas tout le monde. L'opposition n'a pas participé parce qu'ils ont constaté que les règles de jeu n'étaient pas respectées au niveau de la représentativité. Et puis il s'avère qu'on sait que les assises, il y avait les partisans du pouvoir qui étaient en majorité. Et là, justement, que sur le plan politique, Ibrahim Mohamed Barouf, oui, je te laisse d'ailleurs te présenter avant de pouvoir intervenir justement sur cette manipulation de l'opinion par le président Azali Assoumani.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je m'appelle Ibrahim Mohamed Barouf, je suis en France, je suis là depuis gamin. J'ai fait l'école primaire en France et aujourd'hui je m'intéresse depuis très longtemps à la politique en France d'abord, parce que j'étais militant du Parti Socialiste depuis 2006 jusqu'à dernièrement avec le président Hollande, qui a fait qu'au vu de ses engagements, j'ai dû quand même renoncer parce que ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que j'attendais ou de ce que j'espérais. Donc maintenant, je me concentre davantage sur la politique comorienne, sur ce qui s'y passe, et j'ai eu l'occasion de pouvoir côtoyer le président Sambi, ancien président sortant, que je condamne fermement ce qui lui arrive, ce qui a été à l'initiative du secrétaire du ministère de l'Intérieur qui a décidé de le mettre sous verrou, voilà, en réalité, parce que ce n'est pas une résidence surveillée, parce qu'une résidence surveillée, c'est on met la personne dedans, mais il a quand même un minimum de droits, c'est-à-dire ne serait-ce que le droit de visite. Là, il n'y a pas du tout de droit de visite, mais cloîtré dans sa maison, personne ne peut y rentrer, etc. On vient d'apprendre que même son avocat n'a pas eu l'accès pour voilà, justement, c'est une très bonne remarque. Mais pour finir sur ma présentation, donc je suis là, je suis membre du Parti Joie, porte-parole, en grosso modo chargé de la jeunesse en Ile-de-France, et je prends aussi part je coordonne entre la cellule Joie d'Ile-de-France et la coordination de France. C'est la coordination de l'union de l'opposition, quoi. Non, la coordination du Parti Joie en France. D'accord, oui, j'ai confondu. Voilà, parce qu'il y a 4 coordinations. Il y a la coordination de l'île de Ngazidiane, Joanie, Mali, et en France. Mayotte, ce n'est pas encore vraiment le cas. Donc, bref, voilà ce que je suis. Je remercie quand même la brève présentation de M. Brahima Inidi qui m'a ouvert les yeux sur une certaine procédure qui était quand même nécessaire et auquel je m'inscris pleinement. Donc, moi, quant à ce qu'il a exposé, j'aimerais quand même y ajouter quelque chose. Parce que, en réalité, il y a 3 problèmes sur sur le résultat, sur l'aboutissement de ce référendum. D'abord, j'aimerais refaire remarquer aux gens qu'il y a eu un problème sur les assises. Comme on a voulu, en quelque sorte, soulever cette question, parce que les assises n'étaient pas du tout inclusives, mais au contraire, on le sait, que c'était, bien que ça ait été à l'initiative de la société civile, mais le mouvement du 11 août, mais au final, ça a été récupéré par le président de la République et sa bande, je dis bien, pour leur intérêt personnel et qui ne consiste qu'au fait de s'éterniser au pouvoir. Donc, donc le premier problème, c'est ça, c'est les assises. Les assises, comment elles sont déroulées, le pourquoi ces assises-là et leur finalité. Le deuxième problème que je constate, c'est la procédure comme ça vient d'être exposé. Comment ça a été pour arriver au référendum. Parce que le référendum, comme c'est expliqué, il y a des procédures à suivre. Il y en a quelques-uns qui ont été exposés, mais j'aimerais quand même dire que le fait d'aller supprimer la Cour constitutionnelle, ça envoie quoi comme message? Ça n'envoie qu'un message négatif en réalité. Donc on a supprimé la Cour constitutionnelle. Donc, on l'a suspendu, mais c'est comme... Non, on l'a supprimé. On l'a supprimé parce qu'on ne peut pas dire qu'on l'a suspendu alors que dans le projet de référendum qui arrive, il n'y a même pas la Constitution. La Cour constitutionnelle. Elle n'existe pas. Donc, si on l'a supprimé, quand est-ce qu'elle reviendra? Elle ne reviendra jamais. On l'a supprimé. Voilà. On a affairé les compétences, soi-disant, de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Donc, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le président de la République lui-même qui nomme
les juges de la Cour suprême. Donc c'est un problème énorme auquel on ne peut pas fermer les yeux. Donc le deuxième problème, c'est ça, c'est que le projet référendaire n'a pas suivi la procédure normale parce que personne ne remet en cause le fait qu'un président de la République ait voulu poser la question à la nation. C'est son droit. C'est son droit, un droit constitutionnel, personne ne le refute. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème... Mais Ibrahim a démontré que sur le plan constitutionnel, il devrait quand même consulter les députés. Oui, mais je montre partager. Oui, c'est les expliquer. Mais je montre quand même le troisième problème que je soulève. C'est son contenu. Parce que le contenu de ce projet, parce qu'on dit projet de révision. Ouais. En réalité, ce n'est pas un projet de révision. C'est une constitution qui va remplacer l'ancienne. Ouais. Parce que si c'était une révision, il y aurait quand même un certain respect de la procédure de l'ancienne constitution. Et donc, ça se verrait et ça nous frapperait directement à l'œil. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, le danger, le troisième problème, c'est le contenu. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Moi, je suis là pour soulever ces questions-là. Et donc, en bref, voilà ce que je soulève comme problème sur ces questions-là. Je pense que M. Ibrahim, il veut dire quelque chose. Oui, justement, j'ai voulu rappeler cette remarque que mon ami Barouf l'a invoquée, c'est que le fait de changer catégoriquement l'ancienne constitution à une nouvelle constitution, c'est ce qu'on appelle la marche vers une nouvelle république. Ah oui, parce qu'avant, je crois qu'il y avait combien? Il y avait 45 articles. Aujourd'hui, il y en a à 125. 125, ah oui, d'accord. Sous la taille monarchique. Sous la taille monarchique. 38 pages. Voilà. Et donc, sur l'allure monarchique, ce que vous entendez, la taille, c'est-à-dire la taille, la mesure. Donc là, c'est l'allure monarchique. Oui, c'est-à-dire c'est le président qui aura la main sur tout. Donc, il y aura déjà la suppression des vice-présidents. Donc, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'organe contre-pouvoir. Tout à fait. Oui. C'est lui seul à décider ce qu'il pense en fonction de son tempérament. Et là, sur le plan législatif, il s'avère qu'il y a des articles qui précisent que le président peut soit, disons... décider par ordonnance. Décider par ordonnance. Déjà, mais même les lois votées par les députés, si le président si la loi ne passe pas à plusieurs reprises au niveau des députés, donc qu'est-ce qui va se passer? Le président peut, par, comment on appelle ça déjà là par décret, non. Par décret, c'est ça? Oui, par décret. Donc faire appliquer, c'est le cas même du vote du budget. Ça a été écrit dans la Constitution directement. Comme quoi, si on n'arrive pas à trouver un accord au niveau des députés, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, le président de la République va prendre sa décision. Donc au final, ce qu'il est en train de dire, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Je vous fais remarquer une chose. Ce qu'il faut savoir, que le président de la République, il est le chef de l'exécutif. Là, dans le projet de constitution qu'on a. Oui. Et puis, il est le premier, le gouverneur, le chef du gouvernement. Donc, c'est lui le chef du gouvernement. Ça a été écrit dans la Constitution. Parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de minimiser ce qui est écrit dans la Constitution. Et c'est grave quand on essaie de minimiser quelque chose qui est inscrit dans la Constitution. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il n'était pas maintenant chef du gouvernement? Parce que comme on n'a pas de pouvoir de Premier ministre, il n'y a pas de Premier ministre. Oui, mais alors, il n'y avait pas... cette question-là, on peut comprendre les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait un président qui était élu de manière au suffrage direct, pas avec des vice-présidents. Donc les vice-présidents eux-mêmes étaient des contre-pouvoirs. On ne pouvait pas avoir autrement. Et on a eu l'exemple avec le vice-président Jafar. Et même avec Kililou, avec... voilà, avec celui de Moueli, là, le vice-président. Mouadji, comment il s'appelle déjà? Oui, c'est ça. Voilà, Fouad Mouadji. Donc, Fouad Mouadji. Donc, on a vu qu'il y avait un contre-pouvoir. Et là, il n'y a plus. Et je vous fais remarquer que la seule fois où il était la question de l'indépendance
dans la Constitution a été écrit, c'est les seules fois, c'est au moment où on parle du pays, l'indépendance du pays, mais en même temps, au moment où on parle de la justice. Comme quoi la justice, le pouvoir juridique est indépendant de tout pouvoir. Mais au niveau du pouvoir législatif, ce mot-là n'y figure pas. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que en réalité, les députés ne seront là que comme des statues, des marionnettes, comme on dit. Mais ils servent à rien. Qui a l'initiative comment ça s'appelle, des projets de loi? C'est le gouvernement. Bien évidemment, on dit les députés, mais en réalité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on va présenter un projet de loi auprès du Conseil des ministres, il peut aussi refuser de l'enrouler en ordre du jour. Donc, tout ce qui va se passer, c'est que le président a la main sur tout. Tout. Sans rien. Il a la main partout, sur tout. Oui, au niveau judiciaire, est-ce qu'il a la main sur le pouvoir judiciaire? En parlant que la nomination... Moi, personnellement, vous direz que je suis un peu dans la politique, mais je dis que oui. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on avait une cour constitutionnelle qui était composée de 8 membres. Oui. Ces 8 membres, il y avait le président qui nomme un. Donc, plus 3 des 3 vice-présidents de chaque île. Il y en avait un qui était nommé par le président de l'Assemblée nationale, et il y en avait encore 3 qui étaient nommés par les 3 gouverneurs. Oui. Donc il y avait quand même s'il y a eu quelques failles quelque part, mais on peut quand même dire qu'il y avait quand même quelque chose. Là, que constitue la Cour suprême? Ce sont des magistrats qui les nomment. Décret présidentiel. Donc, et puis, on sait où on est. Voyez, donc on est dans une régression politique et vraiment incommensurable, j'ai envie de dire. D'accord, mais justement, donc, Ibrahim, c'était pour savoir comment on peut dire maintenant que le référendum du 30 juillet est illégal. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas la Cour constitutionnelle pour le valider, ou c'est parce que c'est pas passé au niveau de l'Assemblée? Donc du coup, c'est comme si après le 30 juillet, on rentre dans une période d'illégalité totale. Tout à fait. C'est-à-dire, pour organiser un référendum, certaines règles de procédure doivent impérativement être respectées, sous peine de constitutionnalité du projet ou de la réforme. D'abord, le projet de révision constitutionnelle, comme je viens de le dire, donne lieu à un référendum, puisqu'il n'est pas forcément obligatoire que le projet donne lieu à un référendum. On peut aller dans le Congrès. Mais s'il a décidé la consultation populaire, donc il doit respecter les règles qui sont prescrites par la loi. Et donc, donc le projet de révision constitutionnelle donnant lieu à un référendum doit conquérir l'approbation du Parlement après avoir été débattu, amendé et voté. Ça, c'est d'une part. D'autre part, le président de la République doit informer ses citoyens. On vient de le dire. 3. La régularité des procédures et des élections sont contrôlées et déclarées par la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait très bien. Parce que la Cour est suspendue. La Cour constitutionnelle, les juges de constitutionnalité et de la légalité des élections. À défaut des juges constitutionnels, pour contrôler la régularité et la conformité de ces élections, les élections ne peuvent s'organiser sous peine de constitutionnalité, comme je viens de le répéter. Une autre illégalité substantielle pour une compétence d'office, il faudrait le souligner, c'est qu'un juge judiciaire ou administratif n'a pas à connaître les matières constitutionnelles. Donc, il n'est pas compétent pour statuer sur les matières constitutionnelles. Tout comme le juge constitutionnel, il n'a pas à connaître les matières judiciaires. Parce qu'ils sont pas de même. Donc, on peut remarquer même que le texte constitutionnel
la Cour suprême n'a fait aucun commentaire, donc Justement, ils n'ont rien dit. Oui. là il y a une complicité, une connivence entre la Cour suprême, qu'on dit Cour suprême, je précise une différence pour les éditeurs et auditrices, que on a le jargon Cour suprême au Comores. Même les juristes ils l'appellent Cour suprême. Mais en réalité, la Cour suprême n'existe uniquement que dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire en Amérique ou en Angleterre. Par contre, dans les pays francophones, on dit la Cour de cassation. C'est la haute juridiction d'un pays. C'est la Cour de cassation. La Cour de cassation, on l'a transférée. Elle a une mission judiciaire. Elle a une mission judiciaire. Elle n'a pas une mission constitutionnelle. Dès lors qu'on a transféré les compétences par diversion, ce qu'on appelle l'enfumage, en termes de Sciences Po, c'est l'enfumage total. L'enfume la société entière qu'il transfère. Mais en réalité, comme mon ami Ibrahim, il a dit, c'est une suppression. Moi, je dirais notre mot juridique, je dirais une abrogation. C'est une abrogation pure et simple. Puisque, en transférant les compétences de la Cour constitutionnelle vers une autre juridiction judiciaire qui est compétente, il a fallu que les juges judiciaires de la Cour de cassation se déclarent incompétents. Or, ils se sont déclarés avec la connivence compétents. Ça veut dire qu'il y a le cafouillage là, juridique. Quand on parle de juges qui restaient à la Cour constitutionnelle, parce que les autres, leur mandat est fini, mais bon, bien. Mais ils sont obsolètes. Les trois juges qui restant à la Cour constitutionnelle sont obsolètes. Ils n'ont aucune fonction. Ils sont vidés de substance. C'est-à-dire aucun pouvoir à agir. Et donc, les pouvoirs sont transférés vers la Cour de cassation. Et la Cour de cassation, je l'ai dit formellement, qu'ils sont incompétents de ce qu'on appelle une incompétence substantielle. Il y a une incompétence substantielle, illégalité substantielle pour incompétence d'office. Donc, un juge judiciaire ne peut pas connaître les matières